TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le personnel de la santé du Togo reçoit sa seconde dose du vaccin AstraZeneca. Depuis ce matin, ils sont nombreux, ces professionnels de la santé, à se ruer vers les différents centres de vaccination prévus. Les détails dans ce journal. Et puis, les universités togolaises veulent tabler sur la question de la monnaie éco annoncée en remplacement du franc CFA. Ce sera durant un colloque international de 3 jours. Les précisions dans cette édition. Voilà donc pour les titres. 9e concertation nationale entre acteurs politiques ce mercredi à Lomé. Les leaders des partis politiques ont planché de nouveau sur des sujets devant déboucher sur l'organisation prochaine des élections régionales au Togo. Et que peut-on retenir? Edem Sousoupo nous en dit plus. Bonsoir. Après les élections municipales, il y a moins de 2 ans, le Togo s'apprête à parachever le processus de décentralisation. Une nouvelle étape qui sera marquée par l'organisation prochaine des régionales, les toutes premières au Togo. Et ici, les acteurs politiques sont en concertation. Tout se passe à huis clos. Depuis 4 mois déjà, les leaders des partis politiques se retrouvent pour définir les bases d'un scrutin apaisé. Ils planchent sur des propositions constructives au sein de la CNAP, concertation nationale entre acteurs politiques. Démarré depuis le 19 janvier 2021 au cabinet du ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, ce dialogue politique se déroule pour la 9e fois. Il est co-présidé par l'Union pour la République Unie, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, et l'UFC, Union des forces de changement, le groupe parlementaire le plus important de l'opposition. Les discussions se déroulent en présence du ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, Payadoa Boupessi. Il est le rapporteur général de la CNAP. Les débats aboutiront à des propositions concrètes et consensuelles sous forme de recommandations dans le respect des institutions de la République et de leurs prérogatives. Des élections régionales qui auront pour objectif de renforcer le processus de décentralisation déjà en cours dans le pays. Et pour une décentralisation réussie, justement, le bureau de la fêtière des communes du Togo rencontre les maires et acteurs des services déconcentrés de l'État. L'étape de la Kara avec la correspondance de Nestor Mozo. La tournée du Bureau national de la fêtière des communes du Togo est à sa 2e étape à Kara, après celle de Dapaon. En se mettant ensemble au sein de la FCT, les communes se sont lancées dans une aventure dans laquelle elles entendent relever le défi d'une décentralisation au service du développement à la base. Pour le Bureau national de la FCT, l'exercice d'échange, de partage d'expériences et de diagnostic qu'il effectue à travers les régions avec les maires, leurs adjoints, les secrétaires généraux des mairies et les responsables des services déconcentrés de l'État lui paraît déterminant pour la réussite du processus de décentralisation. Cette tournée rassemble en une activité plusieurs objectifs. L'un d'entre eux, c'est de nous retrouver pour échanger sur le fonctionnement de nos administrations respectives. Un autre objectif, c'est de partager les réalités de nos communes. Parce que vous savez que le Togo est un et indivisible, mais le Togo est également fait d'une grande diversité de territoires. Alors comment nous, acteurs décentralisés, nous pouvons travailler d'une part pour que le processus de décentralisation soit une réussite, mais d'autre part également pour impulser un développement des territoires qui soit sensible dans la vie de nos populations, de nos administrés. L'autre objectif qui me semble important de souligner, c'est de dire que le développement que nous sommes appelés au niveau communal à conduire n'est pas un développement séparé des impulsions de l'État central. Il faut un alignement dans nos actions pour pouvoir porter du fruit. Se réjouissant de l'initiative de la fêtière des communes du Togo, le préfet de la Kouza, Hemo Badiba Wakali, a souligné qu'elle traduit la volonté du gouvernement de veiller au développement à la base avec comme priorité la lutte contre la pauvreté. La fêtière des communes du Togo a été portée sur les fonds baptismaux le 14 novembre 2020 à Kara.
Elle entend promouvoir au sein des communes la gouvernance de proximité faite de beaucoup de pédagogie, de transparence et de disponibilité. Économie à présent avec cette interrogation du franc CFA à l'écho. Quelle monnaie pour un développement en Afrique de l'Ouest? Eh bien, c'est la question qui sera justement largement débattue durant le colloque international qui s'ouvre le 26 mai prochain à Lomé. Et c'est une initiative de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Lomé. Le compte rendu avec Immaculée Baoué Abalo, Issa Karuna, avec la voix de Sonia Aminiko. Du franc CFA à l'éco, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest? C'est la question qui sera au cœur des débats lors du colloque international qui se tient du 26 au 28 mai prochain à Lomé. Ici, les organisateurs dévoilent les contours et le contenu de cet événement aux professionnels des médias. Le colloque sera structuré en 3 parties, un panel d'ouverture et un panel de clôture. Mais entre les 2 panels, il y aura des communications des universitaires issus de la discipline sciences économiques, mais d'autres disciplines également, notamment le droit, la sociologie et autres. Et donc ce serait l'occasion pour ces universitaires-là de donner les résultats de leurs recherches scientifiques. Ce serait donc de mener des réflexions scientifiques sur la problématique du développement et plus particulièrement sur la monnaie unique CEDEAO pour pouvoir éclairer les décideurs politiques que sont nos chefs d'État en vue d'une meilleure décision en matière de la mise en place de cette monnaie unique CEDEAO, de sorte à faire que l'avenir de l'Afrique se décide par les Africains. C'est depuis le 29 juin 2019 que les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé la mise en circulation de cette nouvelle monnaie à la place du franc CFA. Le colloque de Lomé inaugurera l'entrée officielle du monde universitaire dans ce débat interminable et lui permettra d'apporter sa touche à ce processus. Économie toujours, il a été question d'optimisation des coûts pour les PME au cours du mercredi de l'entrepreneur de ce jour. Et crise sanitaire oblige, la rencontre s'est déroulée en webinaire. Marie-Chantal Bogo, Elia Bagnadao pour le compte rendu. Beaucoup d'entrepreneurs se soucient du fait que leur profit ne reflète pas le coût de leur investissement. Leur inquiétude pose un problème d'optimisation des coûts à l'investissement et de performance des entreprises. Pour corriger ces mauvaises pratiques, les porteurs de projets sont ici formés au cours de ce 5e numéro de Mercredi de l'entrepreneur sur la problématique. Ces petits entrepreneurs font un bon travail, mais généralement n'ont pas de capacité pour évaluer, par exemple, leur coût de production, évaluer leur coût de fonctionnement. Parce qu'il faut ça, il faut connaître les coûts de fonctionnement, les coûts de production pour pouvoir se positionner sur le marché. Non seulement ANPGF apporte des services d'accompagnement, mais elle apporte également des financements et des garanties. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, initiatrice de la dite formation, entend outiller les entrepreneurs sur l'élaboration de la gestion de leurs comptes d'exploitation. L'idée est de rendre les entreprises plus compétitives. L'ANPGF met en relation pour les entreprises qui en font la demande, nos cabinets comptables partenaires qui revoient la gestion financière et comptable des entreprises en vue de les aider à détecter là où ils font les pertes pour pouvoir maîtriser ces coûts de production et pouvoir faire les profits. L'ANPGF, dans sa stratégie de financement et d'accompagnement des PME-PMI, met l'accent sur le renforcement des capacités des opérateurs économiques. L'agence veut ainsi les amener à tirer profit des 25% de marché public à eux accordés par l'État togolais. Il aura été un fervent défenseur des droits humains au Togo. Il s'agit de Maître Yaovi Madi Agboibo. Et du 3 au 4 juin prochain, un colloque scientifique international se tiendra à Lomé en son hommage. Des précisions avec Timou Aïssim et Yata Aratem. Maître Yaovi Agboibo, histoire d'une vie et d'un temps. C'est le thème du colloque prévu en juin prochain, annoncé ici aux professionnels des médias. Il s'agit de questionner la vie et le temps
auquel a appartenu le personnage et son rôle dans la société et de ce que la société a pu jouer comme influence sur l'acteur. Nous nous sommes rendus compte qu'il a été une personnalité pluridimensionnelle. Homme de droit qu'il a été, il a été aussi un acteur politique de premier plan, mais il a été aussi un homme du peuple et promoteur des valeurs endogènes. C'est toute cette pluridisciplinarité de l'homme que nous voulons questionner à travers ce colloque scientifique à lui dédié, de sorte qu'on puisse retenir les aspects les plus réussis de sa vie, les aspects les moins réussis, le tout dans un ouvrage scientifique qui pourra servir à la postérité. Dans le contexte togolais et dans la perspective de l'unité nationale, il est nécessaire, sinon obligatoire, que l'on puisse travailler autour d'un certain nombre de personnages qui pourraient donc être identifiés à la nation. 5 axes seront abordés lors de ce colloque. Il s'agit notamment d'Agbo Ibor, l'avocat et le défenseur des droits de l'homme politique Agbo Ibor, un intellectuel produit de son temps, l'homme du peuple et des valeurs africaines et la dimension internationale de l'homme. Maître Agbo Ibor n'a pas été qu'un homme politique. Il a été un homme de droit, un acteur des droits, de la défense des droits humains. Ce sont des valeurs autour desquelles nous devons pouvoir travailler de sorte que le respect des droits de l'homme et la promotion des valeurs endogènes et africaines soient l'un des ciments autour desquels se construit la paix et l'unité nationale. Maître Yaovi Agbo Ibor, décédé en France le 30 mai 2020, a été de tous les combats politiques que le Togo a connus depuis le début du processus de démocratisation. Sa philosophie politique trouve son résumé dans certains ouvrages, à l'instar de Combat pour un Togo démocratique. Et puis, les universités sont également appelées à démontrer leur talent d'orateur à travers le concours dénommé « Ma thèse en 180 secondes ». Une véritable prouesse oratoire de laquelle 3 doctorants viennent de se démarquer. Les précisions avec Clarisse Aticlet. Sont de meilleure qualité et ceci selon des recherches agroalimentaires. L'assurance maladie prend en charge une partie des médicaments, l'assurance maladie prend en charge une partie des ordonnances. 3 minutes pour dérouler sa thèse devant un jury. 16 candidats doctorants de l'Université de Lomé se sont prêtés à cet exercice pour le compte de la 2e édition du concours Ma thèse en 180 secondes. Après délibération du jury, Bilabissi Abidi est premier des 3 candidats sélectionnés pour compétir au niveau national. Ma thèse porte sur l'incubation artificielle. Il s'agit d'améliorer en peste les conditions de l'incubation artificielle afin d'augmenter la production des poussins d'un jour. Je me suis préparé en regardant beaucoup les vidéos des concours passés et en m'entraînant beaucoup. Il est question de valoriser la recherche et les compétences en art oratoire à travers le doctorat, prestigieux diplôme universitaire. On a vu qu'en 180 secondes, la plupart ont réussi à présenter de façon claire et précise la problématique de leur recherche, mais surtout la démarche et les résultats attendus. Pendant longtemps, les résultats des recherches sont restés dans les tiroirs. C'est aussi pour nous l'occasion de les sortir des tiroirs pour aller vers une recherche-action, de sorte qu'à travers ces présentations, que des partenaires puissent se positionner sur les différentes recherches qui sont en cours dans les différentes universités publiques du Togo. Après cette phase interne, les 3 candidats sélectionnés à l'Université de Lomé vont se mesurer au niveau national à ceux de l'Université de Kara et de l'IRES RDEC. Les meilleurs poursuivront l'aventure à l'international. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 9e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu demain, jeudi 20 mai 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale.
Fin cet après-midi des travaux de la 6e réunion annuelle des experts en charge de la sécurité des frontières du Conseil de l'Entente. Ces assises ont permis de penser à la synergie d'action entre l'initiative d'Accra et le Conseil de l'Entente dans la lutte contre l'extrémisme violent. Le compte rendu de la cérémonie de clôture avec Chazanam Baga. Les assises de la 6e réunion des experts en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente ont porté sur les actions menées par l'initiative d'Accra au niveau des zones frontalières des pays membres de cette organisation. Les possibilités de synergie entre l'initiative d'Accra et le Conseil de l'Entente dans le contexte de la prévention et de la lutte contre le terrorisme ont été également abordées. Les travaux ont permis à chaque pays membre de présenter ses programmes et mécanismes mis en place pour lutter contre l'extrémisme violent avec l'ambition d'explorer les possibilités de coordination des interventions de l'initiative d'Accra et du Conseil de l'Entente. Les deux institutions ont à peu près le même espace géographique. Leurs modes d'intervention sont différents, les modes se complètent. Donc la recommandation ici, c'est d'avoir une plus grande synergie d'action entre les deux institutions pour une meilleure réponse à ce phénomène au niveau de nos pays. Le Togo, qui a fait de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent une de ses priorités, mise sur l'unité d'action entre l'ensemble des pays de l'espace Entente et de l'initiative d'Accra pour venir à bout de ce fléau qui menace les politiques de développement. La convergence des politiques de sécurité et de développement apparaît aujourd'hui comme une réponse à la crise multidimensionnelle qui secoue notre espace Entente. C'est justement pour garantir la maîtrise de notre destin commun que les chefs d'État du Conseil de l'Entente ont défini des orientations lors du sommet de haut niveau à Niamey le 11 juillet 2016. Ces orientations stratégiques de la politique sécuritaire nous obligent à nous investir dans la recherche des solutions visant à mutualiser nos efforts dans la lutte contre l'extrémisme violent dans l'espace Entente et le crime transnational organisé dans son ensemble. Je suis persuadé que cette volonté de nos chefs d'État de faire du Conseil de l'Entente un espace plus sécurisé et plus sûr sera traduite dans les faits par chacun d'entre nous en ce qui le concerne. L'autre temps fort de ces assises, c'est ce satisfecit général exprimé à l'endroit du président de la République, du gouvernement et de l'ensemble du peuple togolais pour l'accueil chaleureux et les facilités accordées pour la bonne tenue de ces assises, qui vont se poursuivre vendredi avec la rencontre des ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente. Et le Premier ministre, Mme Victoire Tomega Dogbe, a visité plusieurs ouvrages d'eau en construction et en réhabilitation, notamment dans les quartiers de Kodjovia, Kopé-Bay et Agoué à Djouba ce mercredi. Des châteaux d'eau de grande capacité pour desservir et soulager les populations qui expriment déjà leur satisfaction. Le compte rendu avec Adolphe Paka. Des travaux de grande envergure porteurs d'espoir pour des communautés de Bay, Nikonakwe et Agoué à Djouba. 3 forages en construction pour ces 3 communautés. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait une descente sur le terrain. Le château d'eau de Kodjovia Kopé, comme celui de Agoué à Djouba, ont une capacité de 500 mètres cubes largement suffisant pour une desserte des populations riveraines et environnantes en eau potable. Ces ouvrages sont le fruit de l'expertise locale. C'est des forages profonds, ils vont jusqu'à 400 mètres de profondeur. L'innovation dans tout ça, c'est que nous avons capté des nappes qui sont coincées entre 2 couches d'argile et qui sont protégées contre toutes les pollutions. C'est contrairement à ce qu'on nous disait avant, que la 2e nappe, la 3e nappe ne contient pas assez d'eau. Donc avec nos recherches, nous sommes parvenus à savoir que la 2e nappe contient beaucoup d'eau. Madame le Premier ministre a pu constater l'évolution des travaux et trouver les mots justes pour encourager les techniciens à aller plus vite. L'eau, c'est la vie et les populations qui expriment leur satisfaction n'en demandaient pas mieux. Naturellement, c'est une grande joie pour nous de voir
justement les conditions de vie de nos populations améliorées par ce château d'eau de grande capacité qui déjà est partiellement opérationnel et améliore déjà le quotidien des populations. Le château d'eau de Baie, construit dans les années 80, est lui en réhabilitation. Prévu pour une capacité de 3000 m3, l'ouvrage est déjà réalisé, le raccordement en cours et la population sent déjà le soulagement en corvée d'eau. Réhabiliter le château de Baie, qui vous-même vous voyez sa grandeur, c'est le lieu de remercier le gouvernement et surtout le chef de l'État pour sa politique de bien-être de nos populations. L'accès à l'eau potable, une préoccupation majeure du chef de l'État, traduit en des objectifs clairs dans la feuille de route 2020-2025. Ce projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable dans la ville de Lomé est le visage humain de cette vision. Ces projets viendront renforcer la production. Vous savez qu'un peu partout dans la ville de Lomé, les gens se plaignent qu'ils ouvrent le robinet et c'est l'air qui sort. Et donc la corvée des populations va sensiblement diminuer. Sur les 3 sites visités, Madame le Premier ministre a salué l'expertise locale qui a développé cette ingénierie. Elle a invité les populations à s'approprier ces infrastructures et par conséquent donner l'envie d'en faire davantage pour les autres communautés. Santé à présent avec l'actualité de la semaine, l'administration de la seconde dose du vaccin AstraZeneca. Et comme pour la première dose, c'est le personnel de santé qui est la première cible de cette opération. Comment se déroule-t-elle justement? Le ministre en charge de la Santé a fait le tour de certains centres de vaccination ce mercredi. Le compte rendu avec Chazanam Bagat. Du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, mobilisé ici pour cette opération d'administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Les 904 personnes attendues ont le choix entre 4 sites d'inoculation aménagés à cet effet. Je viens de prendre ma deuxième dose. Même si aujourd'hui je suis en face d'une personne qui a le virus, je ne vais pas beaucoup paniquer comme avant, sans vaccination. Nous remercions beaucoup le président et son gouvernement. Vraiment, grand merci. L'administration de cette deuxième dose intervient 8 semaines après la première qui s'est déroulée du 11 au 13 mars 2021 dans les 39 districts sanitaires sur toute l'étendue du territoire national. Pour s'assurer que l'opération de vaccination se déroule dans de bonnes conditions, le ministre de la Santé s'est rendu au CHU Sylvanus Olympio. Il était également au CHU Campus dans la préfecture du Golfe où 400 personnes sont attendues pour cette deuxième dose. Je viens juste alors d'avoir ma deuxième dose de AstraZeneca. Très à l'aise dedans, c'est pas de douleur. Il fallait le faire pour me protéger moi-même et protéger aussi mon entourage. Cette deuxième dose est capitale. Elle est capitale pour venir booster l'immunité qui a été déjà induite par la première injection. Donc, nous appelons tous les collègues qui avaient déjà fait cette première dose de venir recevoir cette deuxième dose. Dans la préfecture d'Aguenivé, l'opération de vaccination concerne 1856 personnels de santé, dont 168 pour le CMS d'Agué et Lavagnon. Sur ce site, au niveau de la commune numéro 3, le CMS Agué et Lavagnon, les choses se passent également normalement. Il n'y a pas de difficultés particulières. Et les agents de santé qui sont au niveau de la commune sont en train de venir au niveau des centres de santé pour recevoir leur seconde dose. Il y a aussi d'autres équipes qui sont en avancée, notamment dans certaines pharmacies, dans certains services sanitaires privés. Partout où il est passé, le ministre de la Santé a noté l'engouement et l'adhésion du personnel de santé à la stratégie vaccinale du gouvernement. Le déroulé que nous allons observer pour la deuxième dose sera calqué sur celui de la première dose. Et nous invitons toutes les personnes qui ont eu à faire la première dose à venir en temps opportun qui sera communiqué pour la deuxième dose, parce que les 2 doses sont nécessaires pour l'acquisition d'une immunité. Et tout ceci rentre dans une politique sanitaire qui consiste à progressivement arriver à couvrir 60% de nos populations, ce qui va nous permettre d'espérer une immunité collective conformément aux instructions du chef de l'État.
Donc tout se passe très très bien et nous remercions les différents acteurs. L'administration de la seconde dose du vaccin AstraZeneca au personnel de la santé va se dérouler du 19 au 21 mai 2021. Elle concerne aussi les apprenants des écoles de formation médicale et paramédicale ainsi que les agents de santé communautaire. Et pendant que les professionnels de la santé reçoivent leur seconde dose de vaccin, que feront les populations qui souhaiteraient prendre leur première dose? Et à quand l'inoculation du vaccin chinois Sinovac? Ce sont là quelques questions posées par les journalistes au coordonnateur national de la riposte contre la COVID-19 ce mercredi à la conférence de presse. Le compte rendu avec Dodo Waré. Environ 260 000 Togolais en attente de la deuxième dose de l'AstraZeneca sont autorisés à cette seconde phase. Seuls ceux qui se sont fait vacciner il y a au moins 8 semaines, soit 2 mois. Les récents vaccinés sont priés de s'abstenir et de respecter strictement le délai prescrit. Le personnel soignant est pour l'heure en première ligne et doit terminer son inoculation dans au plus 72 heures. D'ici demain, la vaccination avec le personnel soignant doit finir et que la vaccination de la deuxième dose du reste de la population va commencer. Le reste de la population sera invité par les voies habituelles au fur et à mesure, soit par des communiqués, soit par des messages que les personnes vaccinées recevront par le biais de la plateforme, parce qu'ils ont été enrôlés, pour leur dire « vous avez été vacciné tel jour, votre deuxième dose va commencer à partir de telle date ». Et dès que le communiqué passe et que vous voyez que vous respectez les conditions, vous irez vous faire vacciner dans les centres habituels. Pendant que cette campagne pour la deuxième dose se déroule, d'autres qui ne se sont pas encore vaccinés peuvent s'inscrire pour leur tout premier vaccin. Tous ceux qui veulent se faire la première dose, ils peuvent aller dans les centres, mais se faire pré-enregistrer, se faire enrôler. Dès que l'annonce sera faite pour relancer les premières doses, on les appelle rapidement pour que les choses soient faites, pour éviter même le retard que nous avons eu dans l'enrôlement, dans l'enregistrement sur la plateforme de la population. Pour le moment, aucun Togolais n'a encore reçu le vaccin Sinovac. D'après le professeur médecin-colonel Dibril, il faut trouver une bonne stratégie pour ne pas faire face à d'éventuelles pénuries liées à ce vaccin. Pour ce qui est des vaccins Sinovac qui est là, l'analyse est en train d'être faite parce que les quantités sont limitées. Il faut trouver une tranche de population. Nous avons vu que nous avons vacciné les 50 ans et plus, les 30 ans et plus. Donc nous sommes en train de réfléchir les 20 ans et plus, parce que c'est la relève de demain. Mais aussi en fonction des quantités, il faut choisir, il faut privilégier certaines tranches dans ces 20 ans et plus. Donc tout ceci, c'est à l'étude et d'ici quelques jours, nous pourrons déterminer la tranche de population qu'il faut utiliser pour ce vaccin. Nous attendons d'autres livraisons de vaccins aussi qui vont arriver d'ici quelques semaines, car notre objectif, c'est d'administrer des vaccins fiables à un grand nombre de Togolais d'ici la fin de l'année pour atteindre rapidement l'immunité collective qui est indispensable pour permettre au pays de reprendre toutes les activités. 2000 cas par semaine depuis mars, le Togo est passé sous la barre de 100 cette semaine, soit 90 infections enregistrées, un chiffre qui confirme la tendance à la baisse. Mais pas de baisse de vigilance face à la menace que représente toujours le Covid-19. Et à ce jour du mercredi 19 mai 2021, le nombre de cas confirmés est de 13 299.
13 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 12 013. 63 à raison de 63 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 1161 et le nombre de décès est de 125. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Éducation à présent avec les dates retenues pour les examens de fin d'année au Togo qui sont connus depuis la semaine dernière. On constate un léger report. Quelles en sont les raisons? Eh bien, Gisèle Kozona est allée aux nouvelles. Son reportage est présenté par Edem Soussoupo. Par un communiqué du professeur Dodiko Koroko, ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire, que l'annonce a été faite. Les examens de fin d'année sont reportés. Tout juste 2 semaines de report. Qu'est-ce qui motive la décision? Nous avons procédé au redécoupage de l'année scolaire, tout en suivant les principes et les tests des organismes internationaux qui relèvent de l'éducation. En l'occurrence l'UNESCO, qui demande à ce que l'année scolaire, avant d'être validée, ne soit pas en deçà de 35 semaines. Et donc, nous avons procédé au redécoupage de cette année. Et c'est ça qui a abouti à la sortie du calendrier des 3 trimestres de l'année scolaire en cours. Et puis, le calendrier des examens scolaires. Il n'y a pas que le découpage de l'année qui explique le report des examens. D'autres raisons sont avancées. Arrivé à un moment donné, il y a un système de suivi des programmes, du déroulement des programmes, qui remonte depuis les établissements jusqu'aux directions centrales. Et c'est les directeurs centraux qui se sont retrouvés pour analyser ces informations-là recueillies sur le terrain. Et ils ont compris qu'il reste encore un peu de choses à faire. C'est ça qui a amené à ce report des dates des examens. Reporté, oui, mais pas une date ultérieure. Les nouvelles échéances sont connues et déjà annoncées. Le nouveau calendrier fixe la date d'écrit du CPD du 15 au 17 juin 2021. C'est ça. Et puis le bac 1, c'est du 7 au 12 juin. Et le BPC, c'est du 29 au 2 juillet. Du 29 juin au 2 juillet. C'est la nouvelle date. Enseignants, élèves et même les parents, chacun sait d'ores et déjà à quoi s'en tenir pour une année scolaire bien réussie. Et puis cette nécrologie à présent, nous l'avons appris ce soir, le discret mais très connu journaliste et ancien ministre de l'information de feu président et Yadema, Kwaovi Beni Johnson est décédé dans la matinée d'hier, mardi. Décès a survenu à Lomé des suites d'une longue maladie. Il avait 87 ans. Il a été notamment ministre de l'Information dans les années 90 et ce féru de la culture a été rédacteur en chef puis directeur de publication du quotidien Togo Presse. Hier, 18 mai, journée internationale des musées. Et pour l'occasion, au Musée national du Togo, c'est une exposition d'œuvres d'art et de photos qui a commémoré, qui a marqué donc la journée. Que peut-on retenir donc de cette exposition et de cette célébration? Ulrich Amega et Ramdan Bassina nous en disent plus. Le Musée national du Togo, tout en beauté, images saisissantes des fétiches du Togo et d'ailleurs, une kyrielle d'œuvres d'art anciennes qui racontent chacune à sa manière l'histoire de ces peuples, des récits qui célèbrent une solidarité légendaire à l'Afrique. Vous avez des masques, vous avez des statuettes, vous avez des cannes. Donc ce sont des objets ici de différents pays. Nous avons le Cameroun, nous avons le Nigeria, on a le Bénin et le Mali. C'est un pays ouvert. Il y a des gens de tout le monde entier qui sont là. Cette exposition-là, c'est pour un peu attirer notre attention sur les biens culturels, sur la différence entre les objets sacrés et les objets artisanaux. Il vaut mieux œuvrer pour la promotion de ces biens, pour que ces biens restent sur place.
Des œuvres d'art à protéger et à conserver à tout prix pour les générations présentes et futures. La lutte contre le trafic est d'ores et déjà engagée, assurent les pouvoirs publics. Le moment est venu de repenser notre relation avec les communautés que nous servons, d'expérimenter de nouveaux modèles culturels et de réaffirmer avec force la valeur essentielle des musées pour la construction d'un avenir juste et durable. Notre département a choisi de mettre en avant les efforts réalisés par notre pays dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en exposant ici, au musée, des objets culturels et cultuels saisis à l'aéroport international Yassine Beyadema, en partance pour des pays tiers dans l'illégalité et le non-respect des normes internationales de transfert des biens culturels. La surveillance et la vigilance doivent être accrues à tous les niveaux, surtout dans le contexte actuel de l'épineuse question de la restitution des biens culturels des pays africains se trouvant en Occident. Depuis 1977, la Journée internationale des musées est célébrée chaque année. À chaque occasion, il est rappelé l'importance de ces biens culturels, la protection du patrimoine matériel et immatériel de l'humanité, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. La TVT au cœur de l'information.